On entend beaucoup parler de la régulation bancaire, mais on en sait finalement assez peu sur la manière dont elle est vécue dans les établissements. C'est pourquoi je reçois aujourd'hui Martine Samuelian, avocat associé en charge du département institutions et services financiers au cabinet Jeantet Associés. Bonjour. Bonjour. Alors faire de l'Europe, je cite, un espace plus propice à l'activité économique, c'est l'un des objectifs des tests de résistance des banques européennes, les fameux stress tests. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Danielle Nouy, présidente du conseil de supervision au sein de la Banque centrale européenne. Finalement, c'est un objectif louable. Oui, bien sûr. Les AQR, Asset Quality Review, menés par les établissements bancaires dits significatifs au cours du premier semestre 2014, vont permettre à la BCE d'analyser en profondeur les bilans de ces établissements, d'identifier les zones de risque et, le cas échéant, de demander un renforcement des capitaux propres. Pour autant, n'oublions pas que cela fait plus de 25 ans que l'on demande aux banques d'identifier et de maîtriser leurs risques. Donc les tests de résistance sont un des outils nécessaires, mais sûrement pas suffisants. Cela étant, on doit constater que l'inflation réglementaire qu'on connaît depuis 2008 et les mises en conformité qu'elles induisent sont coûteuses et risquent de freiner la capacité des banques à innover et à financer l'économie. Mais pourquoi? Est-ce une question de moyens humains à déployer pour s'occuper des contrôles? Je dirais que ce n'est qu'une partie de l'explication. Il est exact que le coût des moyens humains et techniques pour répondre à la fois aux exigences des régulateurs locaux et supranationaux est effectivement en constante augmentation. Le problème vient donc des normes en elles-mêmes. En fait, pas tout à fait, puisqu'il y a quand même des réglementations dont la mise en œuvre coûte cher. C'est par exemple le cas de FATCA qui oblige les banques à identifier leurs clients américains et à déclarer, le cas échéant, à l'administration américaine les comptes ouverts à leur nom. Mais c'est aussi le cas d'EMIR, qui vise à sécuriser les transactions sur les produits dérivés, ou bien sûr encore celui de Bâle III en matière de ratio prudentiel, solvabilité fonds propres. Cela étant, il y a 4 grandes dérives dans la mise en œuvre de la réglementation que l'on voit très bien en pratique. D'abord, les acteurs du secteur sont, en ce compris les régulateurs, se demandent rarement, en cas d'évolution de la réglementation, si tous les contrôles sont encore utiles, ce qui provoque une accumulation, voire une redondance, qui nuit, à mon sens, à l'efficacité. Ensuite, il y a une tendance à l'automatisation et à la standardisation des contrôles qui peut être contre-productive. Bien sûr, il est difficile de tout contrôler, mais le facteur humain reste essentiel pour répondre aux exigences d'efficacité et de fiabilité. Donc si je vous comprends bien, Martine Samuelian, on est entré dans une phase de contrôle aveugle. Oui, alors que pour moi, le contrôle doit nécessairement être qualitatif, car chaque situation de risque est spécifique. Or, l'une des dérives, c'est justement cette tendance lourde à un contrôle quasi exclusivement quantitatif. Et puis à cette dérive s'en ajoute une dernière, c'est celle de la hiérarchisation des risques et donc des contrôles, qui est de moins en moins claire. Or, il n'est pas souhaitable de placer tous les risques sur le même plan. Par exemple, on ne peut pas placer dans une cartographie des risques le dispositif de gestion de la clientèle fragile au même niveau que le risque qui a trait au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux. Mais finalement, cette inflation réglementaire, est-ce qu'elle n'est pas justifiée? Je rappelle simplement que les règles de Bâle 1, Bâle 2, ainsi que les stress tests réalisés avant 2007 n'ont pas permis d'éviter la crise. Vous avez raison, mais la qualité des actifs et leur évaluation utilisée pour le calcul des capitaux propres n'avait pas fait à l'époque l'objet d'un travail en profondeur. On peut dire que c'est aujourd'hui chose faite dans le cadre de Bâle 3 suite aux AQR. Cela étant, il ne faut pas oublier que le paysage bancaire s'est assaini depuis la crise. En Europe, par exemple, 40 banques ont disparu et 500 aux États-Unis. Au cours des derniers mois, le système a plutôt bien résisté avec les mécanismes de régulation existants. Et on peut dire qu'on n'a pas assisté à une quelconque contagion lors des difficultés que l'on a observées, que ce soit par exemple sur le dossier BESV ou lors des différentes crises, notamment celle de la Grèce. Aujourd'hui, la question cruciale est surtout de trouver un niveau de capitalisation et de coût de la maîtrise des risques qui permettent aux banques de disposer des ressources nécessaires pour participer au financement de l'économie réelle, ce qui reste essentiel dans une société économique moderne tournée vers l'innovation. Eh bien, Martine Samuelian, je vous remercie pour cet éclairage sur la manière dont la régulation bancaire est vécue dans les établissements. Merci. Merci.